sera bientôt installée au Mali une antenne de l'École supérieure multinationale des télécommunications, réunie ici à Bamako. La 4e session du Conseil des ministres de l'école valide le projet. 100 milliards de francs CFA vont servir à l'aménagement de 10 zones industrielles et l'implantation de 3 usines de transformation. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Société chinoise de l'industrie légère technico-économique signent le protocole d'accord. Pour la prochaine campagne agricole 2015-2016, les cotonculteurs maliens veulent produire 650 000 tonnes de coton et 2 millions de tonnes de céréales. L'information a été donnée aujourd'hui au cours de l'Assemblée générale de la Confédération nationale des sociétés coopératives de production de coton du Mali. Nous sommes vendredi 8 mai, 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience les ministres en charge des postes et des nouvelles technologies présents à Bamako pour prendre part aux travaux de la 4e session de l'École supérieure multinationale des télécommunications. Les ministres, après avoir fait le point des travaux, ont demandé le soutien du président de la République et de ses pairs pour la pérennisation du projet. Le ministre sénégalais des Postes et des Télécommunications, porte-parole, est au micro de Mohamed Diarra. Nous sommes revenus sur l'importance de l'école, qui est une école de référence, une école d'excellence en Afrique et qui a besoin du soutien de l'État pour sa pérennisation. Nous avons également évoqué d'autres questions relatives notamment au système de contrôle des communications au niveau des opérateurs. Et il a magnifié, son Excellence Monsieur le Président de la République, la coopération entre les différents États et le partage d'expériences réussies, notamment entre les pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Et nous le remercions vivement pour vraiment l'intérêt, lui aussi, qu'il manifeste pour ce secteur aux États. Avec cette audience, vous voyez que Bamako est la capitale d'éthique et cela à la faveur de la 4e session du Conseil des ministres de l'École supérieure multinationale des télécommunications qui a commencé ses travaux ici à Bamako ce matin. La rencontre de Bamako vise à faire le bilan de la présidence malienne, un bilan somme toute élogieux à travers l'élaboration du nouveau plan stratégique pour la période 2015-2017. Et le ministre Shogel Kokala Meiga, présidente en exercice de l'ESTM, a d'ailleurs annoncé l'ouverture très prochaine d'une antenne ESTM ici à Bamako. Compte rendu signé Mohamed Diarra. Une vision commune autour d'une institution fédératrice pour la culture de l'excellence. Voilà la politique qui sous-tend la création de l'École supérieure multinationale des télécommunications ECMT. Les ministres en charge des postes et des télécommunications de l'espace UEMOA se sont donné rendez-vous à Bamako pour évaluer les acquis de la présidence malienne. On peut citer entre autres l'élaboration du projet managérial qui doit structurer la nouvelle vision, les ambitions et les objectifs de l'ECMT pour la période 2015-2017. Il s'agit de la tenue du conseil scientifique et pédagogique consacrant définitivement l'instauration du système LMD. Il s'agit de l'élaboration du manuel de procédure regroupant l'ensemble des métiers de l'SMT. Il s'agit de l'élaboration des statuts particuliers de l'enseignant. Il s'agit de la mise en place d'une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise à l'SMT. Il s'agit enfin de la finalisation du processus de révision des textes fondamentaux. Toutes ces actions visent à former l'élite de demain qui prendra en main les destinées de l'Afrique. Et les autorités maliennes semblent résolument engagées à faire de l'SMT une référence en matière de formation académique dans le domaine d'éthique. Le Mali, à travers l'autorité de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, paye à l'SMT l'ensemble des frais d'études des ressortissants maliens qui réussissent au concours d'entrée à l'SMT. Frais scolaires, bourses, assurances, billets d'avion aller-retour.
C'est aussi pourquoi le Mali confie régulièrement, j'allais dire systématiquement à l'SMT, chaque fois que l'opportunité se présente. Il n'est point besoin de rappeler ici pourquoi le gouvernement de la République du Mali, dans le cadre des orientations définies par son président, par le président de la République, Ibrahim Bokar Keïta, met l'accent tout particulièrement sur l'accès aux technologies de l'information et de la communication pour le développement économique et social et valorise l'économie numérique pour la promotion de l'emploi, notamment celui des jeunes. Il s'agit, mesdames et messieurs, de notre avenir, de l'avenir des futures générations. Dans cette optique, les SMT constituent pour nous un levier incontournable dans le domaine du renforcement des capacités, des ressources humaines et un puissant levier d'accompagnement de la définition des politiques en matière de technologie de l'information et de la communication. Il est à préciser, dans la meilleure perspective, que l'ensemble des dispositions seront prises pour l'ouverture prochaine d'une antenne délocalisée de l'SMT au Mali. Il va sans dire qu'au regard des performances passées de l'SMT et de ses capacités d'adaptation technique et institutionnelle, nous pouvons fonder de grands espoirs sur les retombées positives des chantiers susmentionnés. Le président sortant, Choguel Kogalama Maïga, après avoir énuméré les acquis de la présidence malienne, a lancé un appel aux États membres de l'SMT, à ses partenaires ainsi qu'aux acteurs d'éthique à accompagner l'organisation sous-régionale dans la mise en œuvre de son plan d'action 2015-2017. Cérémonie de signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale prévue pour le 15 mai prochain. La commission d'organisation est à pied d'œuvre. Elle a été reçue par le Premier ministre pour faire l'état des lieux des préparatifs. Là-dessus, le président de la commission d'organisation de la cérémonie de signature de l'accord d'Alger, Chilaïko Traoré, est au micro de Nouroum Sissoko. Le ministre des Affaires étrangères nous a fait l'honneur de nous confier l'organisation de la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et cette commission que j'ai l'honneur de présider est à pied d'œuvre depuis. Et au moment donc où nous en sommes, je puis vous dire que nous sommes à un stade relativement avancé. Sur les différents travaux, les sous-commissions sont déjà en place. Les sous-commissions sont en train de travailler. Et il est bien entendu que une entreprise de cette envergure ne peut pas ne pas comporter des défis. Si l'état des travaux paraît satisfaisant, il n'en demeure pas moins effectivement qu'il y a encore un certain nombre de défis à relever. Et cela, nous allons nous y attacher d'arrache-pied et de façon discontinue jusqu'au jour J de l'événement. Le premier défi à relever d'abord, c'est le défi contre le temps d'abord. Nous devons redoubler d'ardeur et je dois vous dire que pour à cet effet, nous avons eu l'honneur d'être reçus cet après-midi par le Premier ministre lui-même qui nous a prodigué des conseils, qui nous a donné un certain nombre d'orientations qui nous permettent d'aller de l'avant et en accélérant le rythme des travaux. Il y aura des invités de très haut niveau, des chefs d'État, des chefs ou de rang équivalent, des ministres des Affaires étrangères. Et le moment venu, lorsque la liste définitive sera arrêtée, vous ferez la plupart de cette information. Mais retenez quand même que les participants, tant au niveau national qu'au niveau international, seront en termes de nombre et de qualité à la hauteur de l'enjeu et à la hauteur de l'importance de l'événement. La coordination, la commission d'organisation de la cérémonie de signature de l'accord d'Alger qui est prévue pour le 15 mai prochain. La commission donc était reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et la coordination des mouvements des forces patriotiques de résistance numéro 3 était face à la presse. C'était à la Maison de la Presse. Et cette coordination soutient la libération de Ménaka par les forces de la plateforme et demande à tous les patriotes à être au rendez-vous du 15 mai prochain pour signer l'accord de paix et de réconciliation. Notre reporter Boubacar Sissoko a suivi ce point de presse pour nous. La coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance numéro 3, CMFPR3, soutient la libération de Ménaka et tous les actes posés par la plateforme dans ce sens. Pour ce faire, la CMFPR3 invite les patriotes à être présents le 15 mai 2015 ici à Bamako pour signer l'accord de paix au Mali.
Elle exhorte la MINUSMA et la communauté internationale à agir à l'égard de tous avec équité, justice et impartialité. Elle exhorte la communauté internationale et la médiation à exercer le plus de pression possible sur la CEMA pour l'amener autour de la table le 15 mai prochain, pour participer avec tous à la réconciliation entre frères maliens en vue du désarmement et du cantonnement. Selon les membres de la coordination, les forces de la plateforme sont celles de libération et non d'occupation. Selon eux, les populations de Ménaka sont réticentes au retrait des forces de la plateforme. Il faudrait retenir c'est que les populations de Ménaka, comme vous l'avez suivi dans les différents médias et réseaux sociaux, c'est des populations qui sont restées durant tous ces temps maliennes et qu'elles l'ont exprimé de la manière la plus explicite. Tant c'est que les populations de Ménaka ont gardé le Mali dans leur cœur. À l'unisson, les jeunes de l'Alliance pour le mouvement patriotique Antorola se sont exprimés eux aussi clairement qu'ils sont un seul peuple, qu'ils ont un seul but et une seule foi. C'était à travers une marche qui a eu lieu ce matin pour remettre une déclaration au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Marche suivie par Beidi Kone. Parti de la devanture de l'hémicycle au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, l'objectif de cette marche de l'Alliance pour le mouvement patriotique Antorola est de remettre une déclaration au ministre de tutelle. Une déclaration dans laquelle l'Alliance réaffirme sa solidarité sans réserve au gouvernement dans ses efforts de paix et de réconciliation nationale. On soutient sans réserve cet accord-là. Si ça va dans le sens de la paix durable, dans le sens du développement, dans le sens de la quête de l'intégrité territoriale de notre souveraineté, on soutient sans faille. Après remise de la déclaration, le ministre a salué l'initiative et demande l'implication de tous les Maliens. Cette crise, qui est une crise malienne, elle est profonde. Le monde entier a afflué auprès du Mali. Quand je parle d'action souveraine, ça veut dire simplement que nous devons travailler à remettre l'État sur pied, en agissant en toute dignité. Parce que ce pays a une histoire fabuleuse, le Mali. Et c'est ce qu'il faut reconstruire. Et c'est ce qu'il faut rebâtir. Cette initiative des jeunes, qui intervient à quelques jours de la signature de l'accord prévu pour le 15 mai, mérite l'engagement de tous. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord est au Burkina Faso. Il est porteur des messages du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son homologue du Faso, Michel Kafando, qui est le président de la transition au Burkina Faso. Le ministre Amadou Konaté à sa sortie d'audience. Monsieur le ministre, ça va? Je suis porteur de messages du président de la République du Mali à son condisciple et frère, le président du Faso. Ce que je peux dire, c'est que ça a été un moment où nous avons discuté de questions d'intérêt commun. J'ai pu me rendre encore une fois compte de la profondeur de l'amitié et de la solidarité entre nos deux pays qui sont en fait le même peuple. J'ai pu me rendre compte aussi de la convergence des intérêts entre nos deux pays et de notre souci commun de voir le Sahel devenir une zone de prospérité, une zone de développement et de voir les différents pays parvenus à une commune intelligence des enjeux et mobilisés pour réaliser les éléments clés de ces différents enjeux. Quelques communiqués suite au regain de violence dans les régions nord du Mali. Depuis une dizaine de jours, les Maliens constatent avec impuissance et consternation la montée fulgurante des attaques de groupes armés, rebelles, djihadistes et terroristes au nord et au centre du pays, notamment à Ansongo, Menaka, Diré, Gundam, Léré, Amdalaï, Dogo et Tenenkou. L'URD donc condamne avec la dernière
rigueur ces actes lâches et ignobles. C'est avec une immense émotion que l'URD adresse ses sincères condoléances aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'URD exige que les responsables de ces actes criminels que rien ne saurait justifier soient recherchés, poursuivis, jugés et punis. L'URD salue le courage et l'engagement des forces armées du Mali, invite le gouvernement à les doter de moyens adéquats leur permettant d'exécuter dignement et avec professionnalisme leur difficile mission. L'association Think Peace condamne elle aussi avec fermeté les attaques armées dans les différentes localités du Mali durant ces derniers jours. Rappelle l'engagement du gouvernement à faire aboutir avec cette cérémonie de signature de l'accord de paix prévu pour le 15 mai prochain. La justice transitionnelle, quel mécanisme pour la paix et la réconciliation dans notre pays? C'est le thème d'un séminaire qui a ouvert ses travaux au Grand Hôtel de Bamako. Le séminaire destiné aux députés est financé par la Fondation Frédéric Ebert et est animé par des experts en droits de l'homme. Suleiman Kenza Sidibé a suivi pour nous. La justice transitionnelle, c'est un ensemble de mécanismes permettant à une société, à un moment donné de son histoire, de se prononcer sur des faits graves ou crimes commis, de situer les responsabilités, punir ou pardonner au besoin les auteurs des faits. Il s'agit en fait d'aller à la paix et à la réconciliation à l'aune de l'appréciation des crimes commis. Pour le représentant résident de la Fondation Frédéric Ebert, le Mali a connu de graves crises. Le vivre ensemble séculaire a pris un sérieux coup. L'importance d'une telle thématique sur la justice transitionnelle n'est plus à démontrer après la grave crise que a connue le Mali en 2012, au cours de laquelle les graves violations des droits de l'homme et des crimes de guerre et contre l'humanité ont été commis. Des enquêtes d'opinion dans le Mali profond prouvent à suffisance que les gens veulent la paix et la réconciliation. Ces enquêtes d'opinion ont été menées par la Fondation Frédéric Ebert courant 2014 et plus de 74% des Maliens s'y prononcent pour le oui. Dans le souci de prendre en compte les dimensions vérité et justice, l'Assemblée du Mali a voté à l'unanimité en 2014 une loi portant création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour une durée de 3 ans. Les travaux de la commission couvrent la période allant de 1960 à 2013 et portent sur l'ensemble des causes des conflits ayant affecté le nord de notre pays. De 2012 à 2014, des hommes et femmes, enfants ont été martyrisés, tués ou violentés par des acteurs peu scrupuleux quant au respect des droits de l'homme, au nord tout comme au sud. Faut-il tout oublier, tout pardonner au nom de la paix, de la réconciliation? La paix n'a pas de prix, comme le dit-on, mais elle a un coût. C'est l'horreur, l'innommable, l'insoutenable pardonner ou à pardonner. Cela est du ressort des nations, des peuples et des dirigeants du moment. L'autre titre phare de ce journal, avec la signature de 4 protocoles d'accord, c'était cet après-midi entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Société chinoise de l'industrie légère pour la coopération technico-économique avec l'étranger. Les 10 protocoles concernent l'aménagement de 10 zones industrielles et l'implantation courant 2016 de 3 usines de transformation. Coût d'investissement, plus de 100 milliards de francs CFA, nous dit Nyanya Alioutra. Une chose, c'est de promettre, et une autre, c'est de tenir cette promesse. La Chine continue de respecter ses engagements pris lors de la visite présidentielle l'an passé. La signature de ce protocole d'accord d'un montant de plus de 100 milliards de francs CFA magnifie une fois de plus ce lien d'amitié et de coopération qui ne cesse de s'élargir entre nos deux pays. Vraiment, ces 4 projets, tout à l'heure on a signé, c'est la suite de la visite présidentielle de son Excellence Monsieur le chef d'État de la République du Mali. Et c'est pourquoi je suis convaincue et j'ai toujours la pleine confiance qu'avec les partenariats tellement solides entre nos deux pays, nous aurons
un grand succès pour tous les projets et les coopérations. Vive l'amitié sino-malienne. 2016 sonne déjà comme une année fructueuse pour notre pays. La société chinoise se propose de mettre sur pied 3 usines de transformation, notamment de tomates fraîches avec une capacité de production de 1000 tonnes par jour, d'arachides avec 3000 tonnes de production mensuelle et enfin une usine de transformation de manioc et d'amidon. La société s'engage aussi à aménager 10 zones industrielles, des investissements qui cadrent parfaitement avec la vision du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a décidé de faire du secteur agricole le fer de lance de l'économie nationale, indiquera le ministre du Commerce. Je voudrais vous remercier très sincèrement, Monsieur le Président directeur général de la CLECT, et à travers vous, tout le peuple chinois. La mise en œuvre des présents mémorandums et protocoles d'accord contribuera au développement de l'industrie agroalimentaire au Mali, créera des emplois, surtout en milieu rural, consolidera le développement économique local et raffermira l'amitié traditionnelle séculaire sino-malienne. Projets mobiliseront plus de 100 milliards de francs CFA d'investissement dans le secteur industriel du Mali et contribueront de façon significative à l'atteinte des objectifs de développement économique du programme du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre d'ajouter que son département s'investira davantage afin que le Mali puisse devenir un pôle de développement industriel en axant les efforts sur la valorisation des potentialités locales. Et pour la prochaine campagne agricole 2015-2016, les cotonculteurs maliens veulent produire 650 000 tonnes de coton-graines et 2 millions de tonnes de céréales. L'information a été donnée aujourd'hui au Centre international de conférence de Bamako. C'était au cours de l'Assemblée générale de la Confédération nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali. Et c'était en présence du ministre du Développement rural et bien évidemment de notre reporter Daouda Sidiki Diarra. Pour la campagne 2015-2016, les cotonculteurs misent sur une production de 650 000 tonnes de coton-graines, une situation qui réconforte le ministre du Développement rural. Vous savez, la responsabilité se mérite. Surtout quand c'est l'ensemble national, ce sont les plus hautes autorités qui nous portent cette confiance. Et il y a des insuffisances que nous avons identifiées qui sont susceptibles d'être corrigées. Donc je suis venu tout en les remerciant, en insistant sur le rôle des producteurs, la production agricole, dans l'économie du Mali, dans la vie socio-économique vraiment donc du Mali, les exalter à l'atteinte de l'objectif. Atteindre leur objectif, 550 producteurs venus des 4 régions de production cotonnière se sont retrouvés pour échanger sur les modalités de fixation du prix du coton et le bilan de la campagne écoulée. Ils vont procéder également aux préparatifs de la nouvelle campagne. Pour le président de la Confédération nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton, les cotonculteurs ont les moyens de leur ambition. On est prêt pour les 650 000. Si la subvention des engrais reste comme telle, les semences sont déjà au niveau des producteurs, les engrais sont au niveau des producteurs, on attend la pluie maintenant. Et les 2 millions de tonnes de céréales, ça c'est déjà assuré. Il suffit que Dieu nous accompagne seulement, parce que vous avez vu, tout le monde est engagé. Pour aller à 800 000 tonnes sans les usines, on ne peut pas faire ça. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de demander au gouvernement et à la CMT, il faut de nouveaux usines pour que le Mali aille jusqu'à 800 000 tonnes. Comme motif de satisfaction pour la campagne agricole 2014-2015, les paiements des producteurs sont totalement terminés dans l'ensemble des filiales de la CMDT OHVN. Nous ferons tout pour les accompagner pour atteindre cet objectif de 650 000 tonnes. Nous les accompagnerons sur le plan technique. Nous avons fixé aussi avec les paysans un prix aux producteurs que nous pensons assez motivant. Durant la campagne agricole 2014-2015, sur un objectif de 600 000 tonnes, il a été réalisé 548 696 tonnes de coton-graines, soit un total de réalisation de 91,45%, cela avec un rendement de plus d'1 tonne à l'hectare.
Le nouveau président du Conseil économique et social poursuit sa prise de contact. C'est ainsi qu'il a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta. Le docteur Boulkassoum Haïdara et ses collaborateurs venus rendre une visite de courtoisie au gouvernement, au ministre et discuter avec eux de quelques programmes qu'ils ont en vue pour la bonne marche de l'institution qu'est le Conseil économique, social et culturel. Le président Boulkassoum Haïdara est interviewé par Salimata Ndao. Le nouveau président du Conseil économique, social et culturel, Boulkassoum Haïdara, poursuit ses visites de courtoisie et de prise de contact avec les institutions. C'est dans ce cadre qu'il a effectué ce vendredi le déplacement à la primature où il a été reçu par le Premier ministre et les ministres en charge de l'économie et des finances, de la santé, des affaires religieuses et celles de l'emploi et de la fonction publique. Ils sont venus lui présenter le bureau ce matin et on a évoqué un certain nombre de préoccupations également, parmi lesquelles il y a le problème de la collaboration dans le domaine de nos missions constitutionnelles, notamment l'examen des grands dossiers de la nation, les lois se rapportant au développement économique, social et culturel du pays. Également le problème de recueil des besoins et des attentes de nos populations. Nous avons parlé également des réformes que nous comptons mettre en œuvre. Notamment, nous allons envoyer des missions à l'extérieur du Mali et pour qu'on puisse nous inspirer des expériences de ces pays-là. Et ensuite, nous verrons ce que nous pouvons faire pour innover, pour donner une autre image à cette institution. Boulkassoum Haïdara a tenu à présenter l'institution qu'il dirige aux familles fondatrices de Bamako. La visite a commencé par la famille Niaré, où le patriarche Modibo Niaré et ses frères ont fait des bénédictions pour les visiteurs. Ensuite, la délégation s'est rendue à Baradadji, dans la famille Touré, qui, avec à sa tête Mamadou Touré, a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils pour l'accomplissement des missions de l'institution. La dernière visite de la journée a été rendue à Dravela, dans la famille Touré. Le patriarche Draman Touré a montré sa satisfaction, comme tous les autres d'ailleurs, quant à l'élection de Boulkassoum Haïdara à la tête de la 8e institution de la République. Ils sont venus demander leur appui. Cette démarche m'a été inspirée par l'actuel président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui depuis la création de son parti, chaque année, nous venons rendre visite à ces différentes familles-là, qui nous font des bénédictions et qui nous appuient sur le plan social. Vous voyez, ils ont beaucoup d'embranchements sociaux dans le pays et au-delà même des bénédictions, ils ont beaucoup de potentialités, de valeurs et d'éthique que nous devons nous inspirer et nous devons exploiter. Avant de se retirer de chaque famille, les visiteurs ont remis des noix de cola symboliques aux hôtes, signe de respect et de cohésion sociale chez nous au Mali. Valider les résultats de la session technique, donner une orientation politique et prioriser les actions à mener, tels sont entre autres motifs de la session politique de la revue conjointe des ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et des partenaires techniques et financiers. Mamourou Sidibé, compte rendu. La revue conjointe des ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et des partenaires techniques et financiers se termine par une session politique. Cette session a pour objectif de valider les résultats de la session technique et de donner une orientation politique à leurs actions. La qualité de l'enseignement et le déficit de formation de qualification des jeunes étaient au centre des débats. Cette participation conjointe s'est construite autour de 3 thématiques qui constituent des préoccupations essentielles communes aux 3 départements. Il s'agit de la question enseignante, de la gouvernance et de la professionnalisation des filières en lien avec l'employabilité des jeunes. Le moment est venu d'affirmer notre ferme volonté à nous tous de nous mettre ensemble pour un même but, l'acquisition de compétences par nos apprenants, où qu'ils se situent dans le système, car ils sont tous filles et fils de ce pays et ont droit à une égalité de chance.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué cet espace de concertation et de mutualisation des ressources. Nous avons une nette conscience du rôle qui est le nôtre, qui consiste à travailler sur le développement de notre pays, parce que quelles que soient les ressources matérielles que nous avons, si nous n'avons pas les ressources humaines suffisantes pour assurer le développement, nous continuerons à partager. Nous avons cette responsabilité partagée et nous nous engageons à relever ces défis. Au cours des débats, l'attention des participants a été attirée sur un certain nombre de sujets sur lesquels la réflexion doit être portée pour prioriser leur prise en charge. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale, le sujet est au centre d'un atelier international qui se tient ici à Bamako. Organisé par la Banque mondiale, cette rencontre d'échange et de partage vise à éradiquer la pauvreté extrême et promouvoir la propriété. Moussa Fani, compte rendu. La promotion des politiques de la sauvegarde environnementale et sociale constitue un défi majeur pour la Banque mondiale. Et un renforcement des capacités des experts sur ces questions pourrait résoudre le problème. Il s'agit aussi de créer un lien entre les experts africains venus de plusieurs pays. Cette rencontre en faveur du développement économique et durable permettra de mettre tous les participants au même niveau d'information. En ces moments où les changements climatiques, la perte accélérée de la biodiversité supportent la production économique et la pollution se révèlent comme des défis majeurs, le défi d'application des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale, ainsi que des législations et procédures des pays, constitue une préoccupation majeure pour la Banque mondiale. Cette rencontre d'échange et de partage devra contribuer au renforcement des capacités dans les domaines de la gestion des projets relatifs au changement climatique. Nous allons chacun, dans ce qu'il fait quotidiennement, montrer les difficultés auxquelles il est buté, ainsi que la façon qu'il a essayé de trouver les solutions, et il va partager aussi avec les autres, de manière à relever l'amélioration de la gestion socio-environnementale de tous les projets qui sont financés par la Banque mondiale dans notre sous-région. Prennent part à cet atelier une cinquantaine de participants venus du Burkina Faso, du Togo, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Niger, du Bénin et du Mali. Autre rencontre, celle du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, qui a rencontré les partenaires techniques et financiers de son département. Les échanges ont porté sur les grandes réformes entreprises par le ministère. Il s'agit notamment de la création d'un corridor spécial d'approvisionnement du Mali en produits de première nécessité et de la surveillance des routes. Compte rendu, le ministre Mamadou Hachim Koumaré est au micro de Rachel Tessoudé. Nous voulons demander à nos collaborateurs et à tous les usagers de pouvoir nous assister à préserver les routes et à préserver les couloirs de transit. Donc dans ce cadre-là, nous allons pouvoir voir ceux qui sont en règle et qui ne dépassent pas les chasses à l'issue normale et qui appliquent le règlement numéro 14 de l'UEMOA, que nous puissions les dédier un couloir spécifique et les autres pourront aussi emprunter d'autres couloirs. Nous allons augmenter cette fois-ci les ressources à mobiliser pour l'entretien routier. Dans le développement du transport ferroviaire, avec nos amis sénégalais, il y a une entente parfaite. Et avec cette collaboration, nous allons mettre en place une société de patrimoine. Chaque État aura sa société de patrimoine. Nous allons aussi mettre en place une société d'exploitation et aussi une société de régulation. Dans le domaine du transport fluvial, nous avons plusieurs projets. Nous venons d'acquérir 2 bateaux à faible tirant. C'est fait qu'actuellement, le transport sur le fluvial s'étalera sur plus de 3 mois. Parce qu'on pourrait aller jusqu'à 4 ou 5 mois maintenant. Deuxièmement, nous allons faire le dragage du fleuve. Nous allons aussi faire l'aménagement des quais pour que nous puissions aussi avoir un système de développement du transport fluvial. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut revitaliser la liaison Bamako-Kankan par le fleuve. En outre, on a aussi le développement du transport fluvial à partir de l'MVS et spécialement aussi avec la possibilité d'avoir un port fluvial à Ambidédi. Le transport aérien, nous sommes en train de faire tout pour terminer le terminal numéro 2. Et certainement, à partir du 21 de ce mois, nous allons commencer des travaux spécifiques et pour 12 mois.
Dans la même lancée, parlons des cérémonies de célébration de la deuxième édition de la Journée nationale de l'organisation sur la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Cette cérémonie s'est déroulée à la Cité des Enfants. Au menu de cette journée, les remises de documents, équipements, des conférences, projections de films sur la sécurité routière. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. La protection des enfants sur la route, c'est le thème de cette deuxième édition de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Au cours de cette journée de sensibilisation, plusieurs activités étaient au programme, comme par exemple des remises de matériel de sécurité routière à l'association des encadreurs d'enfants, des conférences sur le code de la route. Le thème, la protection des enfants sur la route, vient une fois de plus nous rappeler toute l'attention que nous devons accorder aux enfants dans la circulation routière. Selon le rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2013 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les piétons représentent 27% des personnes tuées suite aux accidents. Les enfants n'échappent pas, hélas, à cette tragédie. En dédiant la journée du 8 mai à la sécurité routière, il s'agit pour les pays ouest-africains de réduire les accidents de la circulation, surtout à l'endroit des enfants, le plus souvent exposés sur le chemin de l'école. Cette initiative vient confirmer la volonté des plus hautes autorités de l'État dans ce qui concerne les jeunes, les enfants et à la prudence sur les routes. Il est extrêmement intéressant pour relever ce défi que les femmes, les enfants, les chefs de famille sont engagés. Le Mali, en tant que pays fondateur de l'OSRAO depuis la première assemblée générale tenue à Bamako, les 3 et 4 novembre 2008, s'est engagé à faire la lutte contre l'insécurité routière un combat d'envergure nationale, un combat de tous les jours, un combat de tous les mois, un combat de tous les ans. En plus des jeux concours, il y a eu des remises de documents à la directrice de la Cité des Enfants avec en animation Balodi. Madame Keïta Aminata Meiga, l'épouse du président de la République, poursuit son séjour à Brazzaville au Congo. La première dame a rencontré la communauté malienne vivant au Congo et en RDC, République démocratique du Congo, en présence de quelques personnalités congolaises venues apporter leur soutien aux Maliens. Un moment de convivialité au cours duquel il a été question de paix et d'entente entre les Maliens de l'extérieur comme de l'intérieur. Ndeye Sissoko et Dembawan reviendront dans nos éditions de demain pour un reportage complet de cette rencontre de la première dame à Brazzaville. La Croix-Rouge du Mali célèbre ce vendredi sa journée mondiale. Le thème choisi cette année est le principe en action. Isaac Tchenou. Un demi-siècle au service de l'humanitaire, cela se fête. Voilà pourquoi la Croix-Rouge malienne est mobilisée pour non seulement célébrer l'anniversaire de son fondateur, mais aussi les valeurs qui font la Croix-Rouge. Cette structure s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Le thème, le principe en action, choisi pour l'édition 2015 de la journée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est la réaffirmation de notre engagement comme auxiliaire des pouvoirs publics pour prévenir et alléger les souffrances humaines et apporter ainsi notre contribution au maintien et à la promotion de la paix dans le monde. En 50 ans, une seule chose n'a pas changé. C'est la souffrance des populations que nous servons, pour lesquelles les composantes du mouvement s'emploient avec tant d'énergie à alléger les souffrances en prenant appui sur les forces de chacun des membres pour sauver des vies et changer les mentalités. L'assistance de la Croix-Rouge au Mali a été multiforme, surtout avec la crise qui a secoué le Mali dans sa partie nord. Face aux multiples problèmes liés aux catastrophes, aux maladies, aux violences, aux conflits et aux autres vulnérabilités dont sont victimes nos communautés, je voudrais ici vous inviter à agir dans un élan de solidarité pour juguler les fléaux et améliorer les conditions de vie de l'ensemble des personnes victimes. Cet anniversaire a été également marqué par l'inauguration d'une nouvelle salle de conférence. L'élection législative partielle, c'est bientôt après le tirage au sort entre les candidats. Quelles sont les principales décisions issues de la réunion au niveau du bureau de l'égal accès aux médias d'État? La réponse avec le président de la structure, Abdoulaye Sidibé, est au micro de Mamoudou Sidibé.
La mission du Comité national de légal accès aux médias d'État, c'est entre autres organiser la campagne des candidats lors des différentes élections sur les médias publics. Donc, à la veille de l'élection législative partielle en commune 5, le comité s'est réuni en session et a pris certaines dispositions pour l'organisation de cette campagne. C'est ainsi qu'il a été décidé que chaque candidat aura 5 minutes en radio, 3 minutes à la télévision. Ça, c'est pour la sensibilisation. Il y a également des candidats qui organisent des meetings. Et pour les meetings, chaque candidat a droit à 3 minutes en radio et 2 minutes 5 à la télévision. Les enregistrements commencent ce dimanche et ces enregistrements auront lieu ici en nos locaux. Mais cela n'est pas obligatoire parce qu'il y a des candidats qui peuvent approcher de maisons de communication pour faire leur message et en ce moment, ils nous l'apportent ici au niveau du comité à l'heure qui leur a été dévolue et nous visionnons ce qu'ils nous ont apporté et nous voyons la conformité non seulement avec le temps d'antenne mais aussi avec les normes techniques de l'ORTM parce que ce qui est produit doit pouvoir être diffusé sur l'ORTM. Maintenant, au moment des enregistrements, chaque candidat doit être à l'heure qui a été prévue. Et l'heure a été définie par un tirage au sort qui a eu lieu hier ici à nos locaux en présence des représentants des différents candidats. Donc, dans l'ordre de passage, vous devez venir à 9h. Il faut que vous soyez là à 9h. Vous avez peut-être 15 minutes de battement possible, c'est-à-dire que vous pouvez faire un retard de 15 minutes, mais au-delà, vous êtes fort clos. Il y a un huissier que nous avons commis qui est là et qui constate que vous êtes en retard. En ce moment, vous êtes fort clos. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là au tirage, qu'ils sachent que tous les documents relatifs au programme de passage, au programme d'enregistrement est disponible à notre secrétariat. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité de légal accès aux médias d'État que nous venons d'écouter invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le dimanche 10 mai pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, UMPRD, Souleymane Diko, 9h30, FAC, Mamadou Ndaou. L'actualité dans nos régions, en 4e région, suivre et évaluer les fonds injectés dans les entreprises privées en zone office du Niger. Tel était, entre autres objectifs, de la mission des investisseurs et partenaires financiers dans la ferme agro-pastorale et industrielle de Modibo Keïta. Dougoufana Traoré a suivi pour nous. Cette mission de suivi et d'évaluation du complexe agro-pastoral et industriel de Modibo Keïta a concerné les équipements agricoles, les superficies emblavées et en cours développement, les unités de traitement des pommes de terre à Diado, en plus des usines de fabrique de sucre, de farine, de concentré de tomates et la rizerie ont été visitées à Ségouville. Au terme de la visite, les bailleurs de fonds ont apprécié les efforts et la rigueur de gestion de Modibo Keïta. Pour le chef de mission, le PDG du groupe Keïta n'est plus un risque pour les banques, mais plutôt une fierté qu'il faut accompagner. La campagne qui est en cours, c'est 700 hectares de pommes de terre qui ont été mises en valeur pour une production d'environ 20 000 hectares. Et l'objectif pour la BNDA, l'objectif pour Modibo Keïta, c'est assurer l'autoconsommation du Mali en pommes de terre. Ça, c'est un défi. Dans ce centre, il n'y a pas de saison morte. Mon impression est bonne dans la mesure où c'est un pourvoyeur d'emploi femmes. Aujourd'hui, Modibo Keïta dispose d'un bail de 20 000 hectares en zone office du Niger. Sur les 20 000 hectares, un peu moins de 4 000 hectares sont emblavés ou en cours développement.
ces parcelles seront disponibles pour la campagne agricole 2016-2017, nous a rassuré M. Keïta. Son expérience à lui doit servir à la fois les populations rurales des villages environnants, mais aussi ça doit servir nos étudiants qui sont en train de se former en agriculture. Le deuxième, c'est de continuer à renforcer, n'est-ce pas, ce complexe-là. Ce complexe, ce n'est plus pour lui. Je l'ai toujours dit, Modibo n'est plus en train de travailler pour lui-même. Modibo est en train de travailler pour le pays. Actuellement, notre opérateur économique Modibo Keïta ravitaille les marchés maliens et burkinabés en pommes de terre. Les soldats de l'économie, ou si vous voulez, les douaniers de la région de Sisso, résolument engagés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et d'autres produits contrefaits. Le bureau de Bougouni vient de mettre la main sur une importante quantité de produits pharmaceutiques d'une valeur marchande de plus de 20 millions de francs CFA au poste frontière de Garalo. C'est toujours dans le cercle de Bougouni. C'est Konaté depuis Sikasso. 110 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits. C'est cette importante prise que la brigade mobile d'intervention de la douane de Bougouni vient de réussir. Cette saisie s'est effectuée suite à des informations bien précises qui nous ont amenés vers le secteur de Garalo, plus précisément à Toura, à près de 80 km de Bougouni. Les agents et moi-même avons automatiquement pris la destination effectivement de ce campement et Dieu merci, Dieu faisant bien les choses, on a trouvé que certains c'était même défaits de leurs marchandises, de leurs macabres marchandises. Une quantité importante de produits nocifs sur la santé des populations, mais aussi avec une incidence négative sur l'économie nationale et un manque à gagner pour les acteurs légaux du secteur. Sans être spécialiste, je crois que vraiment, même un bon médicament mal utilisé néfaste à la santé humaine, a fortiori des médicaments contrefaits. Et c'est pourquoi une synergie d'action reste indispensable pour endiguer le phénomène du trafic des produits dangereux. La douane n'est pas là uniquement pour assurer vraiment, pour renflouer les caisses de l'État, mais elle a aussi une mission de sécurisation de la santé des populations. Donc le problème que je lance aux populations, c'est de collaborer avec les services compétents pour pouvoir vraiment éradiquer cette fraude, qui en fait c'est une fraude en réalité qui ne rend service qu'aux fraudeurs. Les populations elles-mêmes sont en train de s'empoisonner par des médicaments contrefaits qui n'ont aucune valeur thérapeutique et qui sont en train d'inonder les marchés. Les produits ainsi saisis seront mis à la disposition des autorités compétentes pour suite. De la littérature dans ce journal Péréquation Nord-Sud, c'est la trouvaille de l'écrivain en herbe Tchentigui Djaradjan Abdul Karim Kone pour que les pays du Sud tirent profit de la globalisation. Un livre de 135 pages développe des concepts de base nécessaires pour garantir le développement durable au maillon faible de la modernisation. Le lancement a eu lieu aujourd'hui au centre du Business School 6 à l'ACI 2000. Sori Ibrahima Keïta a fait le déplacement pour nous. Péréquation nord-sud. Une équation à plusieurs postulats. Le nord-sud, ce n'est pas le nord-sud du Mali, c'est le nord représentant les pays développés et le sud, les pays sous-développés. Nécessaire clarification des formes. Au-delà, M. Diarra Kone égrène un chapelet de postulats hypothèses scientifiques, faisant fi de toutes les règles littéraires, comme le reconnaît l'auteur lui-même. Convaincu que la crise d'identité actuelle dans le monde prend sa source dans la mondialisation, il accuse les médias occidentaux qu'il qualifie de propagandistes au service exclusif. Ils font de la propagande. Ce qu'on nous montre sur ces différentes chaînes internationales, c'est vraiment des fausses images. C'est toujours pour nous retenir psychologiquement et même politiquement et nous guider sur les chemins qu'ils ont déjà tracés. Donc les Occidentaux font la balkanisation chez nous. Nous diviser pour mieux régner. Arrêtons-nous, faisons plutôt une auto-évaluation et dessinons nos propres chemins et n'essayons pas de les copier. On n'est pas pauvre. Sa conception du développement durable est axée sur la trilogie bon citoyen, bonne organisation et État fort. C'est une thèse personnelle que je développe dans mon livre. La thèse, c'est bon citoyen plus bonne organisation plus État fort égale développement durable. Tout État commence d'abord par les citoyens, donc j'invite tout le monde de s'acquitter de ses devoirs
et responsabilité envers lui-même et envers l'État. Et nous allons commencer le processus de développement à ce point. L'informaticien de formation CC en fait à l'écriture. Formé au laboratoire canadien, il aura passé 20 ans à l'extérieur et une demi-douzaine d'années dans le système du PNUD. Écrivain en herbe donc, mais pas seulement. Il œuvre aussi sur le terrain politique sans trop afficher ses intentions réelles. Preuve, ses inventions qu'il veut mettre au service du citoyen et ses nombreuses randonnées dans plus de 300 communes du Mali. Mais pour lui, tous les chemins mènent au développement durable. Le ministre des Sports, lui, était hier face aux députés de la commission sport de l'Assemblée nationale. Les discussions ont porté sur la crise du championnat national de football. Ousseynou Amion Guindo a fait un exposé sur la genèse de cette crise, la médiation qu'il a menée entre les différentes parties. Le président de la commission sport et le ministre ont invité les protagonistes à mettre le Mali au-dessus de tout afin de trouver une issue favorable à ce conflit. Ils sont au micro de Khalifa Nama Traoré. Nous avons quand même compris que le sport est aussi un domaine très complexe, mais plus ce concerne des Maliens, des citoyens maliens, et que le sport est financé par le peuple malien lui-même, c'est-à-dire les supporters qui vont payer les tickets, ceux qui vont pour manifester, soutenir leur équipe. C'est des Maliens. Donc quand il y a des problèmes dans ce milieu, c'est tout à fait normal que la représentation nationale aussi sache de quoi il s'agit. Surtout qu'en ces moments-ci, ce que nous recherchons tous, c'est la cohésion sociale, c'est la quiétude, c'est la solidarité entre toutes les couches de notre société. Nous sommes employés jusque-là à ce que la situation se calme pour que les Maliens, compte tenu de tous les enjeux que nous avons aujourd'hui dans le pays, notamment enjeux relatifs à l'accord de paix, à la signature des accords de paix, à la réconciliation dans notre pays, enjeux relatifs à la sécurité même dans le pays, et enjeux relatifs aussi à la participation de nos équipes nationales aux différentes compétitions internationales. Nous sommes parvenus, en tout cas, pendant 3 mois, à calmer le jeu. Mais nous avons tenu à rappeler qu'au niveau du département, l'organisation et la gestion du championnat national ne nous concernent pas directement. Le championnat national est une affaire de clubs privés et de ligues, donc organisés au sein d'une fédération et à travers des règlements qui leur sont propres. Alors, par contre, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que cette crise au niveau du championnat national n'impacte pas négativement sur la participation de nos équipes nationales aux différentes Coupes du Monde. Et aussi pour la qualification de nos différentes équipes nationales aux Coupes d'Afrique 2017 et aussi la Coupe du Monde 2018. Parce que c'est à ce niveau que le département intervient. C'est quand il s'agit des équipes nationales. Et c'est quand il s'agit de la présence du Mali à l'extérieur. Mais pour ce qui concerne l'organisation du football au niveau local ici, donc notamment à travers le championnat national, nous ne pouvons pas être directement impliqués. C'est pourquoi nous avons demandé à la commission en charge du sport à l'Assemblée nationale ici de s'impliquer. Comme nous l'avons demandé à la société civile, aussi que nous avons rencontré, de s'impliquer pour aider à ramener la cohésion au sein des acteurs du sport au niveau national ici. Et je pense que c'est ce qui est en cours. Et je pense que ce qui est important encore pour nous et qui relève directement du département, c'est de faire en sorte que l'ordre public ne soit pas perturbé. Sans transition donc, au championnat national de Ligue 1, hier au stade Modibo Keïta, les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Real de Bamako se sont séparés, un but partout au compte de la 15e journée. Mamadou Danté pour le résumé de cette rencontre. Le choc de la 15e journée opposant l'AS Real aux 11 créateurs de Nyarela n'a pas connu de vainqueur.
Les protégés de Djibril Dramé et les Scorpions de Bamako ont fait jeu égal, un but partout. 3 minutes avant la pause, Abouakar Traoré donne l'avantage aux Noirs et Blancs de Bamako. En seconde période, 27 minutes ont suffi pour les 11 créateurs d'établir la parité. Plus précisément, à la 72e minute, par Suleiman Sissoko Missi, l'équipe de Nyarela partage les points avec les Réals. Une victoire cet après-midi allait requinquer le moral de la troupe. Mais les dieux du football en ont décidé autrement. On a vu deux grandes équipes qui se sont livrées quand même à un beau jeu. Et surtout en deuxième mi-temps, on a vu de part et d'autre, on peut marquer à tout moment. Et ça, c'est dû à un problème de concentration, d'application et de surface de contact utilisé et beaucoup de lucidité. En première mi-temps, on est sorti très motivé. On pouvait marquer 2 à 3 buts. Bon, le jeu du stade n'était pas avec nous, on a marqué 1, on a descendu comme ça. Bon, en deuxième période, on voulait coûte que coûte marquer encore. Bon, je crois que c'est ça qui a fait que les 11 créateurs sont revenus au score. Les 11 créateurs de Nyarela et la Gérald de Bamako comptent désormais 27 points. Avant la prochaine journée, ces deux formations doivent travailler davantage devant le but pour être efficaces à l'attaque. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, l'information reprendra ses droits quand il sera 13h. Excellente nuit à tous. Au revoir.